Claire Dubois-Montaigne, une mécanicienne à la salopette tachée, pénètre dans la ferme, sur le point d'être vendue aux enchères, et fait face à la moissonneuse-batteuse à l'arrêt depuis 13 ans. Les ingénieurs ricanent, filment, et un millionnaire grogne. Ça, c'est de la ferraille, et je veux vous voir demander pardon en pleurant. Mais quand elle ouvre une boîte contenant les cahiers de son grand-père et monte sur la machine, un détail révèle que quelqu'un voulait qu'elle ne fonctionne jamais. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire, et laissez un commentaire ci-dessous pour dire de quelle ville de France vous nous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez, mes chers amis. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Clermont-Ferrand, en Auvergne, un matin chaud de mars, et qui a changé la vie de beaucoup de monde. Vous verrez comment le talent peut se cacher dans les endroits les plus inattendus, et comment les préjugés aveuglent même les personnes qui se croient les plus intelligentes. Le domaine de Sainte-Anne, l'Espérance entamait son dernier jour de liberté. Centenaire, avec ses terres rouges de la campagne auvergnate, s'étendant sur 420 hectares, elle attendait la vente aux enchères judiciaires de 17 heures, comme un condamné attend son exécution. Les dettes avaient grandi comme la mauvaise herbe, 3 millions d'euros en chiffres froids qui ne se souciaient ni de l'histoire, ni de la tradition, ni de la sueur versée sur cette terre bénie. Dans la cour centrale du siège, sous le soleil qui promettait déjà d'atteindre 32 degrés avant midi, reposait la raison de tout, une moissonneuse-batteuse New Holland CR 890 qui n'avait pas fait tourner ses engrenages depuis mai 2012. 13 ans à l'arrêt, mes amis. 13 ans de silence, de rouille rongeant le métal, de promesses brisées et de rêves réduits en poussière rouge de la campagne. La géante de 6 mètres de long et 19 380 kilos projetait son ombre sur la terre comme un monument à la défaite. Mais ce n'était pas n'importe quelle machine. Non, monsieur. Cette CR 890 avait 571 chevaux de puissance endormis dans son moteur FPT Cursor, un système révolutionnaire double rotor, capable de traiter 142 litres de grains par seconde, un réservoir de 14 500 litres, un investissement de 878 000 euros qui, au lieu de sauver la ferme, l'avait aidé à couler. À 8h30 du matin, un pick-up de VTC souleva un nuage de poussière sur le chemin de terre qui traversait la propriété. En descendit Claire Dubois-Montaigne, 28 ans, important une valise usée et une boîte en bois de chêne qu'elle tenait contre sa poitrine comme si elle portait son propre cœur. Elle revenait de Bordeaux, en France, où elle travaillait au musée des machines agricoles de Nouvelle-Aquitaine. Après avoir reçu l'appel téléphonique désespéré concernant la vente aux enchères. Claire n'était pas grande, 1,65 mètres tout au plus, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui attirait l'attention. Ses cheveux châtains attachés en une simple queue de cheval, ses yeux vert noisette qui examinaient tout avec une attention technique, une salopette en jean délavé avec d'anciennes taches de graisse qu'aucun lavage ne parvenait plus à enlever. Ses mains, petites, mais calleuses de celles qui travaillent avec des outils lourds, serraient la boîte en chaîne avec force. À l'intérieur se trouvait son trésor, les cahiers techniques de son grand-père, l'ingénieur Pierre Dubois, l'homme qui l'avait élevé de ses 5 ans à ses 15 ans, jusqu'au jour où un infarctus foudroyant l'avait emporté 4 mois après l'installation de cette même CR 890 qui dormait maintenant dans la cour. Monsieur Armand Garnier, 71 ans, administrateur de la ferme et dernier employé à avoir résisté à la débâcle des créanciers, accueillit Claire d'une étreinte serrée, les yeux embués. Le vieil homme avait les épaules courbées par le poids d'une décennie d'échecs, la voix rauque de tant de tabac et d'amertume accumulée. « Ma petite, tu m'as tant manqué », murmura-t-il, lui serrant les mains entre les siennes, rudes comme du papier de verre. Mais je ne sais pas si tu aurais dû venir. Ça va être trop douloureux de voir cette ferme vendue. »« Oh, Armand, raconte-moi tout, » demanda Claire. Et les deux s'assirent sur la véranda de la maison de maître, où un vieux ventilateur luttait contre la chaleur qui montait déjà de la terre. Et le vieil homme raconta. Il parla de la sécheresse brutale de 2011-2012, qui détruisit la récolte de soja,
ne laissant que des terres craquelées et des plantes flétries là où la prospérité aurait dû régner. Il parla des dettes qui grandirent comme des intérêts composés, dévorant les réserves, hypothéquant même les meubles de la maison. Et il parla du jour maudit où, enfin béni par des pluies généreuses, la moissonneuse-batteuse ne voulut simplement plus fonctionner. Nous avons appelé des gens de Toulouse, de Paris, même un technicien venu de Lyon, expliqua M. Armand, montrant un gros dossier de devis refusés. Tous ont dit la même chose, obsolète, irréparable, c'est fini. De la ferraille de 13 ans subissant le soleil et la pluie de la campagne. Il désigna la machine dans la cour. Si elle fonctionnait pour cette récolte de soja qui est mûre maintenant, on sauverait tout. Le profit des 420 hectares liquiderait les dettes et il resterait même un surplus. Mais il n'y a rien à faire, ma petite, rien. Claire se leva et marcha jusqu'à la moissonneuse-batteuse. Vue de près, la machine était encore plus imposante et plus intimidante. La rouille avait créé des paysages abstraits sur le métal. Les caoutchoucs étaient desséchés et fendus par le soleil implacable. Des fils électriques pendaient exposés là où les rats les avaient rongés. La plateforme de coupe de 13-7 mètres était tordue. Le verre brisé de la cabine laissait voir des nids d'oiseaux à l'intérieur. 13 ans d'abandon avaient été cruels. Mais Claire ne voyait pas la destruction. Elle voyait la mémoire. Elle voyait les mains de son grand-père réglant chaque vis, calibrant chaque système, adaptant cette machine aux conditions spécifiques de la campagne auvergnate. Elle avait 9 ans quand elle l'accompagnait lors des visites techniques, assise sur le siège passager de son pick-up, écoutant des explications sur l'hydraulique, le couple, les systèmes de battage. « Ma petite Claire », disait-il avec son accent traînant de province, « une machine, c'est comme une personne, chacune a sa personnalité, ses secrets, ses manies, et celle-ci, celle-ci est spéciale. La première, c'est R8, K90 de tout le centre de la France. Un jour, tu comprendras. » Elle comprenait maintenant. À 9h30, le rugissement de moteurs puissants annonça l'arrivée des acheteurs. 3 grands pick-up 4x4 noirs et étincelants, soulevèrent des nuages de poussière rouge qui collaient au vernis impeccable. Du premier véhicule descendit Étienne Fournier, 46 ans. Et vous devez comprendre une chose, mes amis, cet homme exhalait l'argent par tous les pores. Grand, cheveux grisonnants, coiffés au gel importé, vêtu d'une chemise de lin blanc qui coûtait plus de 100 €, plus que ce que M. Armand gagnait par mois, et une Rolex Submariner au poignet qui valait plus qu'une voiture populaire. Son parfum, fort et sucré, le précédait, annonçant quelqu'un qui avait tant d'argent qu'il avait oublié l'odeur honnête de la terre. À ses côtés venait Denis Lefebvre, 42 ans, associé minoritaire du consortium, ingénieur agronome, diplômé d'une grande école d'ingénieurs agronomes. Il portait une tablette professionnelle et des équipements de diagnostic qui semblaient tout droit sortis d'un film de science-fiction. Lunettes à monture chère, chemise polo Lacoste, basket importé. Denis était l'image de la compétence technique moderne et certifiée. Ils amenaient également une équipe de 4 jeunes ingénieurs, tous en uniforme bleu, avec le logo Groupe Fournier sur la poitrine. Tous portaient des planches à pinces et des télémètres, tous exhalant cette confiance inébranlable de ceux qui n'ont jamais échoué dans la vie. Étienne salua M. Armand d'une poignée de main protocolaire, ses yeux bleus froids, balayant la propriété comme on évalue une marchandise. « Monsieur Armand, la ponctualité est une vertu. Je suis venu vérifier l'état de la propriété avant la vente aux enchères. Mon équipe va faire quelques mesures, prendre des photos pour nos archives. » Ce n'était pas une demande, c'était une communication. C'est alors que Claire s'approcha, s'essuyant les mains sur sa salopette. « Bonjour, je m'appelle Claire Dubois-Montaigne, petite fille de l'ingénieur Pierre Dubois qui a installé cette moissonneuse-batteuse. Je travaille à la restauration de machines agricoles historiques en France et j'aimerais proposer quelque chose. » Le silence qui s'ensuivit fut du genre gênant. Denis la regarda de haut en bas. La salopette usée,
Les vieilles bottes en cuir, les cheveux simples, les mains sales sous les ongles, et il ne put contenir un sourire de supériorité qui tordit ses lèvres. « Madame ?» Il prononça « Madame » avec une ironie mal dissimulée, une restauratrice de musée. Le mot « musée » sortit de sa bouche comme si c'était quelque chose d'inutile, de décoratif, digne de mépris. « C'est exact. » Claire confirma d'une fermeté dans la voix. Et j'aimerais avoir une chance de faire fonctionner cette moissonneuse-batteuse. J'ai les journaux techniques complets de mon grand-père, avec toutes les spécifications et modifications qu'il a apportées. La réaction fut immédiate. Denis lâcha un rire sec qui résonna dans la cour. « Mademoiselle, avec tout le respect, mais ce n'est pas une vitrine climatisée d'Australie ici. Cette machine est un véritable monstre agricole de 19 tonnes qui ne fonctionne pas parce qu'elle est morte, fichue, trépassée. » Il se tourna vers ses assistants. « Mes amis, vous pouvez le croire. La demoiselle pense qu'elle va réparer quoi ? Des ingénieurs certifiés avec 20-30 ans d'expérience sur le terrain l'ont déclaré irréparable. » Les jeunes ingénieurs ricanèrent docilement, certains sortant déjà leur téléphone portable pour enregistrer le moment. « Elle a dû voir un tutoriel sur YouTube », murmura l'un d'eux, assez fort pour être entendu. « Une femme pense qu'une machine agricole, c'est comme rénover une de CV », ajouta l'autre, provoquant plus de rire. Étienne, qui observait en silence jusqu'alors, croisa les bras sur sa large poitrine et marcha jusqu'à se retrouver à quelques centimètres de Claire. « Écoutez, mademoiselle. » Il fit une pause intentionnelle. « Comment vous appelez-vous déjà ?»« Dubois-Montaigne. » Claire corrigea sans reculer. « Dubois-Montaigne. » Alors Étienne parla lentement, chaque mot choisi pour blesser. « J'apprécie le romantisme de la situation. Une petite fille voulant honorer la mémoire de son grand-père mécanicien. Très beau, très touchant même. Mais parlons de la réalité. La réalité ne se soucie pas du sentimentalisme bon marché. Cette ferme sera à nous à 17 heures aujourd'hui, quand le juge donnera son coup de marteau. Et savez-vous une chose ? » Il se pencha, sa voix basse et venimeuse. « Cette vieille machine ne mérite pas d'être préservée. Elle mérite le démantèlement, la destruction complète. J'adorerais la voir coupée en morceaux à la ferraille. » La haine irrationnelle dans sa voix choqua même Denis, qui fronça les sourcils sans comprendre d'où venait tant de rage. Mais Claire, mes amis, ne montra aucune peur. Elle marcha calmement jusqu'au pick-up, prit la boîte en chaîne et l'ouvrit sur le capot cabossé du vieux pick-up de Monsieur Armand. À l'intérieur, protégé par du papier de soie jauni par le temps, se trouvaient 4 cahiers reliés en cuir, des pages couvertes de diagrammes dessinés à la main avec une précision millimétrique, des calculs complexes, des tables de couple, des annotations à l'encre bleue permanente qui avaient résisté 15 ans. « Ce sont les journaux de bord de l'ingénieur Pierre Dubois », Claire déclara, et sa voix avait une clarté cristalline qui coupait l'air chaud. « L'homme, qui n'était pas seulement un mécanicien à la retraite que vous méprisez si facilement. Il était ingénieur en chef de New Holland pour toute la région centre de la France, une référence technique nationale en moissonneuse-batteuse de grande capacité. Et cette CR890 n'est pas une machine ordinaire. Elle a été personnalisée spécifiquement pour les conditions de la campagne auvergnate, avec des modifications qui n'existent dans aucun manuel officiel. » La révélation de Claire concernant les cahiers provoqua plus de dérision que de respect, mes chers amis. Denis prit l'un des cahiers avec ces précautions exagérées que l'on prend quand on ne veut même pas toucher quelque chose, comme on manipule des ordures malodorantes. Il feuilleta les pages rapidement, tournant l'une après l'autre, sans réellement lire, ses yeux parcourant les diagrammes manuscrits avec un dédain étudié. Gribouillis d'il y a 15 ans. Denis leva le cahier, comme si c'était une preuve devant un tribunal. « Mademoiselle, je travaille avec des systèmes de diagnostic informatisés avancés qui coûtent 180 000 € et se connectent par satellite directement au centre technique de New Holland, aux Pays-Bas. Je reçois des mises à jour en temps réel. J'ai accès à une base de données avec des millions d'heures de fonctionnement enregistrées. Et vous venez me parler de petits carnets écrits à la main ?
Il rejeta le cahier dans la boîte avec un dédain qui fit serrer les poings de Claire. Ces journaux ici sont aussi obsolètes que la machine rouillée elle-même. Les jeunes ingénieurs s'approchèrent, curieux comme des hyènes flairant la faiblesse. L'un d'eux, un jeune homme d'environ 25 ans avec des lunettes de vue et un air de qui vient de sortir de l'université, prit un autre cahier et lut à voix haute, imitant un accent campagnard exagéré. Système hydraulique adapté à la température de la campagne 40 degrés plus vanne, de pression personnalisée, localisation non standard. Il s'arrêta en riant. Les amis, le vieux écrivait mal. Regardez ici, personnalisé, localisation, il ne savait même pas écrire le français correctement. L'humiliation de la mémoire de son grand-père alluma un feu dans les yeux de Claire, mais elle inspira profondément, contrôlant sa rage. Monsieur Armand, à ses côtés, tremblait d'indignation, les lèvres serrées formant une ligne mince. « Respectez la mémoire de l'ingénieur Pierre », protesta le vieil homme d'une voix étranglée. C'était l'homme le plus intelligent que j'ai connu. C'était un mécanicien agricole, Monsieur Armand. Étienne coupa d'une froideur calculée dans la voix. Avec tout le respect dû aux morts, mais soyons honnêtes ici, un mécanicien de campagne, aussi habile fût-il, n'est pas un véritable ingénieur. Un véritable ingénieur a un diplôme, une certification internationale, travaille dans une entreprise multinationale, ne note pas des choses dans un petit carnet comme si c'était une recette de gâteau de mamie. Les mots tombèrent comme une gifle sur le visage de Claire. Elle ferma les yeux une seconde, et quand elle les rouvrit, il y avait là une détermination qui aurait effrayé quiconque sachant la reconnaître. « Donnez-moi jusqu'à 16 heures, proposa-t-elle. Sa voix était ferme comme l'acier trempé. 6 heures. Si je ne fais pas fonctionner parfaitement cette machine, vous gagnez. Vous pouvez prendre la ferme, vous pouvez faire ce que vous voulez de la moissonneuse-batteuse. Mais si j'y parviens, si j'arrive à faire fonctionner cette CR890 et qu'elle traite le soja avec tous les systèmes opérationnels, Monsieur Armand a le droit de demander le report de la vente aux enchères jusqu'à ce que la récolte soit traitée et les dettes soldées. » Le silence qui s'ensuivit était de ceux lourds, rompu seulement par le chant strident des cigales, dans la chaleur qui avoisinait déjà les 35 degrés. Denis ouvrit la bouche pour refuser. C'était évident sur son visage, mais Étienne l'interrompit d'un geste brusque de la main. « J'accepte, » Étienne dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix que personne là-bas ne parvint à déchiffrer. Quelque chose de sombre, quelque chose de personnel, quelque chose de dangereux. J'accepte le pari, mais je veux des témoins. Je vais appeler le juge Valérie Pécourt, le commissaire-priseur officiel, les représentants des créanciers, tout le monde. Je veux un public très nombreux pour assister à votre échec. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était du pur venin, distillé goutte à goutte. Et quand vous n'y parviendrez pas, quand vous serez là, pleurant de frustration, après 6 heures perdues sous ce soleil infernal, je veux que vous demandiez publiquement pardon, pardon à moi, à mon équipe, à tout le monde ici, pour avoir gaspillé notre temps précieux avec cette pitrerie ridicule. Claire tendit la main. Combiné. Mais quand j'y parviendrai, je veux que vous me racontiez pourquoi vous détestez tant cette machine. Parce que ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'affaires, c'est personnel, très personnel. L'observation frappa Étienne comme une balle en pleine tête. Ses yeux bleus clignèrent trop vite. Sa mâchoire se serra. Une veine pulsa à sa tempe. Denis regarda son associé, confus, réalisant pour la première fois qu'il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette situation. Mais Étienne avait déjà retrouvé son masque de contrôle. « Commencez vite, mademoiselle, le compte à rebours est lancé. » Il était exactement 10h07 du matin lorsque Claire rangea les cahiers dans la boîte en chêne et s'approcha de la moissonneuse-batteuse. Et vous devez comprendre, mes amis, ce que signifiait ce pari. Impossible,
6 heures pour résoudre ce que des dizaines de techniciens certifiés, équipés d'outils de dernière génération et soutenus par des multinationales, n'avaient pas réussi en 13 ans de tentatives, 6 heures sous le soleil brûlant de la campagne, qui aurait fait fondre n'importe qui. 6 heures à être observées par des personnes qui avaient déjà décidé qu'elle échouerait. Alors que Claire montait sur la machine en utilisant l'échelle latérale rouillée, son esprit retourna à Melbourne, 3 ans auparavant, lorsqu'elle avait décidé d'accepter l'emploi au musée australien. Elle avait 25 ans, fraîchement diplômée en ingénierie mécanique de l'université de Clermont-Ferrand et était épuisée de lutter contre les préjugés quotidiens dans les ateliers français. Une femme mécanicienne, c'est juste pour faire le café pendant que les hommes travaillent. Un contremaître avait dit lors de la dernière entrevue d'embauche qu'elle avait tenté. « Écoutez, ma petite, je vous embaucherai bien, mais les clients ne voudront pas qu'une femme touche à leur voiture. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est rien de personnel. » C'était toujours personnel. Toujours. En Australie, elle avait trouvé le respect. Elle avait trouvé des collègues qui valorisaient ses connaissances techniques, qui demandaient son avis, qui la traitaient comme une égale. Elle avait restauré des tracteurs Chamberlain de 1950, des moteurs Lister stationnaires de 1920 jusqu'à une moissonneuse-batteuse Massey Ferguson de 1964 que personne ne savait plus réparer. « Claire a des mains magiques », disait son superviseur australien avec un accent traînant du Queensland. « She can hear what machines are saying. » Mais ici, dans la terre où elle était née, dans la ferme où son grand-père était une légende, elle n'était qu'une jeune fille qui croyait s'y connaître en machine. Claire ouvrit le capot du moteur et ce qu'elle trouva confirma ses pires soupçons. Le moteur FPT Cursor de 6 cylindres était recouvert d'une épaisse couche d'huile pétrifiée mêlée à la poussière rouge de la campagne, formant une croûte dure comme du béton. Des nids de rats occupaient des espaces entre les tubulures. Des fils électriques étaient corrodés. Des tuyaux hydrauliques fissurés laissaient fuir des restes d'huile déjà transformés en pâte. Les soupapes d'injection étaient bloquées par la rouille. L'alternateur complètement oxydé, les courroies cassées depuis si longtemps que les morceaux se désintégraient au toucher. Mais ce n'était pas tout. En examinant, Claire remarqua quelque chose d'étrange. Certaines pièces étaient dans les mauvaises positions, des tuyaux connectés au mauvais endroit, des capteurs avec des faisceaux échangés et plus encore, des vis desserrées sur des composants critiques, le manque de joints essentiels, des signes clairs de sabotage technique déguisés en entretien mal fait. Quelqu'un avait délibérément fait en sorte que cette machine ne fonctionne pas. En bas, l'audience commençait à s'agrandir. Étienne avait tenu sa promesse. Ou était-ce une menace? À 10h30. Il y avait déjà 15 personnes dans la cour. Le juge Valérie Pécourt, 64 ans, magistrat respecté à Clermont-Ferrand, arriva dans son grand 4x4 noir, curieux de voir le spectacle avant la vente aux enchères officielles. 2 représentants d'une banque régionale, créanciers principaux de la dette, vinrent vérifier s'il y avait une chance réelle de récupération. Le commissaire-priseur officiel, M. Norbert, 58 ans, vétéran de 1000 ventes aux enchères rurales, apporta sa planchette et son appareil photo pour tout enregistrer. Et les curieux? Ah, les curieux ont commencé à affluer comme des mouches sur le miel. Madame Louise de l'épicerie à l'entrée du chemin raconta aux commères. Les commères appelèrent leurs enfants. Les enfants postèrent sur les réseaux sociaux. À 11h, ils étaient déjà 30 personnes. Des employés des fermes voisines qui avaient abandonné leur travail pour voir. Des retraités de la ville s'ennuyant le matin. Des étudiants en agronomie de l'Institut supérieur d'agronomie qui avaient entendu parler du pari impossible et vinrent filmer pour TikTok. Denis organisa son équipe comme un général préparant une bataille. Il installa des caméras sur trépied professionnels pour enregistrer chaque angle. Il monta un ordinateur portable sur une table improvisée pour surveiller les données techniques que lui seul comprenait. Il distribua les tâches à ses assistants. Romain, vous filmez de face. Jean-Pierre, angle latéral. Mathieu,
Gros plan sur les détails quand elle abandonnera. Et vous? Il désigna les 2 ingénieurs restants. Soyez attentifs quand elle demandera de l'aide, car elle le fera. Il demande toujours quand il réalise qu'il s'enfonce. Étienne ne participa pas à la préparation technique. Il était adossé à son pick-up, les bras croisés, le regard fixé sur la moissonneuse batteuse avec une intensité qui frôlait l'obsession. Denis, s'approchant, baissa la voix. « Étienne, puis-je vous poser une question ?»« Parlez. Pourquoi avez-vous accepté ce pari ridicule? On aurait pu simplement refuser, attendre jusqu'à 17 heures, et c'est tout. Pourquoi lui donner une chance ?» Étienne mit du temps à répondre, et quand il parla enfin, sa voix était chargée de quelque chose que Denis n'avait jamais entendu auparavant. Une douleur ancienne, une colère fermentée pendant des décennies, un ressentiment devenu partie intégrante de lui-même. Parce que je veux qu'elle essaie, je veux qu'elle donne tout ce qu'elle a, qu'elle mette toute son espérance, toute son énergie, tout son orgueil dans cette tentative impossible. Et quand elle échouera, l'échec sera beaucoup plus douloureux, beaucoup plus dévastateur. Elle sentira ce que mon grand-père a ressenti quand il a été humilié à cause de cette machine maudite. Votre grand-père. Denis fronça les sourcils. Quelle est cette histoire? Vous n'avez jamais rien mentionné. Peu importe. Étienne coupa court, clôturant le sujet d'un ton qui n'admettait aucune question. Assurez-vous simplement que tout est enregistré. Chaque seconde de son échec doit être documentée. Pendant que les hommes parlaient en bas, Claire travaillait dans un silence absolu en haut. Elle était descendue une fois à 10h45 pour demander des outils et du matériel à M. Armand. J'ai besoin de clés mixtes de 8 à 32 mm, pincetto, maillet en caoutchouc, du WD-40, beaucoup de WD-40, des chiffons propres, de l'eau propre en quantité. Et elle consulta rapidement le cahier. Huile hydraulique ISO VG68, au moins 40 litres. Monsieur Armand écarquilla les yeux. Ma petite, ça va coûter presque 200 €. Je n'ai que la carte de crédit que j'utilise pour mes médicaments contre la tension. Je paierai quand ce sera fini, Claire promit. Vous me faites confiance. Le vieil homme regarda cette jeune femme qu'il avait connue enfant, qui jouait dans la cour de cette même ferme pendant que son grand-père travaillait, qui pleura à chaudes larmes aux funérailles de l'ingénieur Pierre. « Je vous fais confiance, ma fille. Je vous fais confiance. » Il partit dans son pick-up tressautant, soulevant de la poussière en direction de la ville. Pendant ce temps, Claire continua le diagnostic, et ce qu'elle découvrait la laissait de plus en plus impressionnée par le sabotage élaboré. Quelqu'un avec des connaissances techniques profondes avait méticuleusement fait en sorte qu'aucune réparation conventionnelle ne fonctionne. C'était presque admirable, d'une manière perverse, presque. Quand M. Armand revint à 11h35, apportant les outils et le matériel, la foule dépassait déjà les 50 personnes. Quelqu'un avait apporté un barbecue portable et vendait des brochettes. Un autre monta un stand vendant de l'eau fraîche et des sodas. C'était devenu un événement social, un divertissement public. « Regardez ça !» l'un des jeunes ingénieurs commenta à voix haute. « Ils ont monté la tribune pour le spectacle de l'échec. Il ne manque plus que le pop-corn. » Les rires se répandirent dans la foule, mais il y avait aussi des gens qui supportaient Claire. Madame Suzanne, 73 ans, couturière à la retraite, qui habitait le hameau ouvrier voisin, murmura « Vas-y, ma petite, montre à ces prétentieux que les femmes aussi sont capables. » Monsieur Olivier, 68 ans, opérateur de la ferme à l'époque de sa splendeur, rappelait à voix haute. L'ingénieur Pierre était l'homme le plus sage que j'ai connu. Si sa petite fille a hérité de la moitié de son intelligence, ces types vont ravaler leur rire. Midi arriva, marquant la moitié du délai initial. Claire avait réussi à enlever la couche de saleté du moteur, exposant l'étendue réelle des dégâts. C'était pire que ce qu'il semblait, bien pire. Le système d'injection électronique était complètement grillé, non seulement endommagé par le temps, mais délibérément saboté, avec des courts-circuits stratégiques. Les vannes hydrauliques avaient été montées avec des joints incompatibles qui causaient des fuites internes.
Le faisceau électrique principal avait des fils inversés qui empêcheraient tout démarrage. Mais Claire découvrit aussi quelque chose de merveilleux. Les modifications de son grand-père étaient ingénieuses. Il avait créé des systèmes de dérivation manuels pour chaque composant électronique critique, anticipant exactement le type de problème que la machine finirait par rencontrer. Tout était noté dans les cahiers, chaque alternative, chaque solution de contingence, chaque improvisation possible. Le vieil homme n'était pas seulement ingénieur, c'était un artiste, un visionnaire, un génie, qui pensait 10 coups à l'avance. « Grand-père », Claire murmura seule à l'intérieur de la cabine suffocante, la sueur coulant sur son visage, laissant des traces propres dans la graisse. « Je comprends maintenant. Je comprends tout. » À 13 heures, mes chers amis, le soleil de la campagne auvergnate frappait sans pitié. La température avoisinait les 38 Guédraki. L'air ondulait sur le métal chaud de la moissonneuse-batteuse et Claire continuait à travailler comme si elle ne sentait rien. Mais elle sentait bien. La chaleur était suffocante à l'intérieur de cette cabine, aux verres brisés qui fonctionnaient comme un four. La sueur trempait sa salopette. Sa gorge était sèche comme du papier de verre, mais elle ne s'arrêtait pas. La foule dépassait maintenant les 80 personnes. Des gens arrivaient toutes les 15 minutes. Certains venaient de villes voisines, attirés par les publications virales sur les réseaux sociaux. Une femme parie qu'elle réparera une moissonneuse impossible en 6 heures, disait le titre qui circulait sur WhatsApp à Clermont-Ferrand. Des étudiants en ingénierie de l'université de Clermont-Ferrand firent 180 km depuis Toulouse juste pour assister. Il y avait des gens qui transmettaient en direct sur Instagram, YouTube et même Facebook. Denis observait tout avec un étrange mélange de scepticisme et de curiosité croissante. Son attitude avait subtilement changé dans la dernière heure. Il ne riait plus, ne faisait plus de blagues, il prêtait attention, une attention réelle, technique, professionnelle, parce que ce que Claire était en train de faire était extraordinaire. À 13h15, elle commença quelque chose qu'aucun technicien officiel n'avait tenté. Elle retira complètement le tableau de commande électronique principal, cette centrale informatisée de 45 000 € qui contrôlait tout le système d'injection, de surveillance et de diagnostic, et la laissa simplement de côté, comme on jette un papier usagé. « Qu'est-ce qu'elle diable est en train de faire ?» Denis murmura, s'approchant instinctivement avec sa tablette. Ses ingénieurs se joignirent à lui, tous confus. Elle a enlevé le module de contrôle entier. La machine ne fonctionne pas sans ça. Mais Claire savait exactement ce qu'elle faisait. Avec le second cahier de son grand-père ouvert sur le capot, elle commença à monter un système de dérivation manuelle utilisant des relais automobiles, des fusibles de camions et des fils que M. Armand avait gardés dans l'entrepôt depuis des années. Ses mains travaillaient avec une précision chirurgicale, connectant, testant, ajustant. Elle transforma le système électronique complexe en quelque chose de mécanique, direct et infaillible. « Ça, ce n'est dans aucun manuel », l'un des jeunes ingénieurs murmura en filmant de près. « Elle est en train d'improviser un système entier à partir de zéro. Ce n'est pas de l'improvisation », Denis corrigea. Et il y avait un respect naissant dans sa voix. Elle suit un projet. Regardez là-bas, là. Il désigna le cahier ouvert. Il y a un diagramme complet. Quelqu'un y a pensé avant, l'a conçu à l'avance. Il s'approcha encore plus, observant les diagrammes manuscrits. Et alors, mes amis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Denis, ingénieur agronome, diplômé de la meilleure école du pays, associé d'une entreprise millionnaire, homme qui s'était cruellement moqué de Claire quelques heures auparavant, fut véritablement impressionné. « C'est génial », murmura-t-il presque pour lui-même. Ce système de dérivation permet une opération manuelle complète, même avec toute l'électronique morte. C'est de l'ingénierie adaptative de très haut niveau. Celui qui a créé ça était un maître. Claire, entendant le commentaire alors qu'elle connectait le dernier relais, répondit sans le regarder « Mon grand-père, le mécanicien de campagne que vous avez méprisé, l'homme que vous avez dit n'être pas un véritable ingénieur. »
La phrase tomba comme du plomb sur Denis. Il déglutit difficilement, son visage devenant rouge, non de colère, mais de honte. À 14 heures, il restait 2 heures avant le délai. Claire commença à travailler sur le système hydraulique et ce fut là qu'elle découvrit la véritable profondeur du sabotage. Quelqu'un avait remplacé les joints de toutes les vannes principales par des modèles incompatibles. Ils semblaient corrects à première vue, mais avaient une épaisseur de 0,3 mm différente, suffisamment pour provoquer des fuites microscopiques qui détruiraient la pression du système. C'était un sabotage sophistiqué, technique, presque indétectable. Mince alors, Claire grommela doucement, mais le juron fut capté par les micros des téléphones portables voisins, répandant des rires dans la foule. Même elle était humaine finalement. Elle descendit de la machine, alla vers Monsieur Armand, qui observait tous les mains jointes en prière constante. « Monsieur Armand, vous gardez de vieilles pièces quelque part? Des joints toriques, des bagues d'étanchéité, quelque chose comme ça. Il y a des caisses dans le dépôt de l'arrière-cour, des restes de rénovation que nous avons faites en 2008, avant l'arrivée de la machine. Pourquoi? Parce que quelqu'un a saboté les joints hydrauliques. Je dois tous les remplacer, et il n'y a pas le temps d'aller en ville en acheter. » Le mot « sabotage » causa une commotion. Le juge Valéry, qui jusqu'alors regardait avec l'air ennuyé de celui qui a tout vu dans la vie, haussa les sourcils. « Sabotage, c'est une grave accusation, mademoiselle. » « Ce n'est pas une accusation, votre honneur, c'est un fait technique. Ces joints ici, elle montra un caoutchouc qu'elle venait de retirer, sont du modèle DEMU 2045. Cette machine utilise le modèle DEMU 2048, une différence de 0,3 mm d'épaisseur, assez similaire pour tromper un novice, suffisamment différente pour garantir que le système ne maintiendra jamais la pression. Quelqu'un avec des connaissances techniques profondes a fait cela exprès. Des murmures coururent dans la foule comme le vent dans un champ de maïs. Étienne, qui était à l'écart en fumant une cigarette importée, jeta le mégot au sol avec une force excessive et marcha jusqu'au groupe. « Attention à ce que vous insinuez, mademoiselle. Des accusations sans preuve peuvent entraîner des poursuites judiciaires. » Claire le regarda directement. « Je n'insinue rien, je déclare un fait. Et quand cette machine fonctionnera, je suggère à Monsieur Armand de chercher un avocat pour enquêter sur qui y a eu accès ces dernières années. » Le silence tendu fut rompu par Monsieur Armand, revenant en courant. Enfin, aussi vite que ses jambes, de 71 ans, le lui permettaient, portant 2 caisses en bois poussiéreuse. « J'ai trouvé, ma petite, il y a toutes sortes de joints ici. » Claire plongea dans les caisses comme un chercheur d'or dans une rivière prometteuse et trouva de l'or. Des joints originaux, encore emballés, des années 2000. Anciens, oui, mais conservés dans un endroit sec, encore flexible, encore utilisable, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Les 40 minutes suivantes furent un travail frénétique. Claire remplaça 17 joints différents, nettoya toute la tuyauterie hydraulique à l'aide d'air comprimé et de solvant, remplit le système d'huile neuve, purgea l'air des conduites. Ses mains étaient complètement noires de graisse, ses bras éraflés par le métal rouillé. Mais elle ne s'arrêtait pas. La foule assistait hypnotisée. Ce n'était plus du divertissement, c'était un véritable suspense, un vrai drame humain. Madame Suzanne récitait son chapelet à voix haute. Monsieur Olivier avait des larmes aux yeux, se souvenant des temps où il travaillait avec l'ingénieur Pierre. Les étudiants en agronomie ne jouaient plus sur leur téléphone. Ils filmaient sérieusement, prenaient des notes, réalisant qu'ils assistaient à quelque chose d'exceptionnel. À 14h40, Denis ne tint plus. Il s'approcha de Claire, sa voix sans aucune trace de son arrogance antérieure. « Puis-je aider en quelque chose? J'ai de meilleurs outils dans la voiture, un équipement de diagnostic. » Claire le regarda, et, un instant, il sembla qu'elle refuserait. Mais alors, elle soupira. « J'ai besoin de tester la continuité électrique dans le faisceau principal. Vous avez un multimètre? » « J'en ai un Fluke 87V professionnel.
Denis courut le chercher avant même de finir sa phrase. Quand il revint, il commença lui-même à tester les circuits, notant les résultats, identifiant les fils inversés dans le sabotage. Ici, regardez, il désigna. Positif et négatif, inversés sur le capteur de température. Et là, le fil de terre déconnecté sur le module de pression. Ils travaillaient maintenant en équipe. Denis passait les outils, tenait les pièces, éclairait avec une lampe de poche professionnelle. Ses assistants se joignirent également, oubliant complètement leur attitude de supérieurs moqueurs. Ils étaient simplement des ingénieurs maintenant, unis par un problème technique fascinant. À 15h20, il restait 40 minutes. Claire ferma le capot du moteur pour la première fois. Le curseur était propre, tous les systèmes reconnectés, l'huile neuve brillait dans les tuyauteries, le faisceau électrique corrigé et organisé. Mais le vrai test manquait encore. Elle entra dans la cabine, s'installa sur le siège de l'opérateur craqué par le soleil, posa les mains sur le volant. La foule se tut complètement. Même les cigales cessèrent de chanter comme si la nature elle-même retenait son souffle. 5 minutes, Monsieur Armand annonça d'une voix tremblante. Non, ce n'était pas 5. Il restait 20 minutes avant le délai, mais la tension faisait le temps se dilater, se contracter, perdre son sens. Claire tourna la clé qu'elle avait elle-même improvisée. L'original était perdu depuis des années. Le moteur toussa, rien de plus. Elle ajusta quelque chose dans la dérivation manuelle, essaya de nouveau. Une autre toux, un à-coup, silence. Je savais. Quelqu'un dans la foule murmura. Je savais que ça ne fonctionnerait pas. Mais Claire ne renonça pas. Elle consulta rapidement le cahier, trouva une annotation spécifique. Démarrage à froid après une longue période d'inactivité et pompe manuelle de carburant 40 fois avant. Pressuriser le système d'injection. Elle descendit, localisa la pompe manuelle de carburant cachée entre les tubulures et commença à pomper. 10 fois, 20, 30, 40. Le diesel commença à circuler, expulsant l'air des conduites, remplissant les injecteurs desséchés. Elle remonta, inspira profondément et tourna la clé. Le moteur curseur toussa une fois, 2 fois, à la 3e, il démarra. Et alors, mes chers amis, l'impossible se produisit. Le rugissement fut assourdissant, glorieux, impossible à décrire. 571 chevaux de puissance s'éveillant d'un sommeil de 13 ans, secouant la machine entière, faisant vibrer le sol. De la fumée noire sortit des échappements en nuages denses, résidus d'années d'abandon étant expulsés. Le châssis entier trembla comme un animal qui s'éveille, mais le moteur était vivant, fonctionnait, ronronnait avec une force que l'on sentait dans les os. Claire testa la réponse. Le moteur répondit immédiatement, puissant, doux. Elle activa le système hydraulique. Les pompes tournèrent, les cylindres bougèrent. La plateforme de coupe géante se leva et s'abaissa docilement. Elle activa le double rotor. Les rotors commencèrent à tourner. Le système de battage fonctionna avec un bruit rythmique et parfait. Elle alluma tous les indicateurs improvisés qu'elle avait montés. Lumière verte, 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 partout sur le tableau de bord. Pression hydraulique normale, température d'huile stable, régime moteur parfait, système électrique, fonctionnel. Il était exactement 15h52 lorsque Claire éteignit le moteur et descendit de la cabine. La foule était dans un silence absolu de choc. Puis, quelqu'un commença à applaudir. Un autre se joignit. En 5 secondes, c'était une ovation assourdissante. 100 personnes criant, pleurant, s'embrassant, célébrant le miracle qu'ils venaient de voir. Monsieur Armand tomba à genoux sur la terre rouge, rosaire en main, des larmes coulant sur son visage ridé. « Merci, mon Dieu !» il sanglotait. « Merci, ingénieur Pierre, où que vous soyez. » Madame Suzanne courait d'un côté à l'autre, embrassant des inconnus. Je savais qu'elle y arriverait. Les étudiants en agronomie postaient frénétiquement, les notifications explosant sur leur téléphone. Madame Louise de l'épicerie appelait déjà tout le monde. La jeune fille a réussi, la moissonneuse-batteuse fonctionne. Le juge Valérie Pécourt secoua la tête incrédule. En 40 ans de magistrature, je n'ai jamais été témoin de rien de tel. Denis s'approcha de Claire à pas lents.
Il lui tendit la main, et quand elle accepta la poignée, il la tint à deux mains. « Je dois vous demander pardon. Des excuses sincères, profondes. Ce que vous avez fait ici aujourd'hui est extraordinaire. Votre grand-père serait très, très fier. » Sa voix était étranglée. « Et j'ai été un idiot arrogant qui vous a jugé sur l'apparence et les préjugés. » Les assistants de Denis firent de même, chacun demandant pardon, reconnaissant leur erreur, certains avec une telle honte qu'ils osaient à peine regarder Claire dans les yeux. Mais Étienne ne bougeait pas. Il était arrêté à 10 mètres, tremblant de la tête aux pieds, regardant la moissonneuse batteuse comme s'il voyait un fantôme. Des larmes coulaient sur son visage hâlé sans qu'il les essuie. Sa mâchoire était serrée, ses mains fermées en poings si serrés que les jointures étaient blanches. Claire marcha vers lui. La foule ouvrit le passage, le silence revenant progressivement, alors qu'il comprenait que quelque chose d'important allait se passer. Maintenant, Claire dit doucement, sa voix basse mais ferme, « Racontez-moi la vérité. Pourquoi détestez-vous tant cette machine ?» Étienne s'effondra là même. « Mes chers amis, l'homme qui était arrivé le matin tout puissant, tout arrogant, portant des vêtements chers et exhalant la supériorité, tomba simplement assis sur la terre rouge de la campagne, le visage dans les mains, et la vérité jaillit comme un barrage qui cède enfin. Parce que c'est à cause de cette machine maudite, commença-t-il, la voix brisée par des sanglots qui secouaient ses larges épaules, que mon grand-père a été renvoyé et est mort pauvre et humilié. » La révélation tomba sur la foule comme un éclair dans un ciel clair. Tous s'approchèrent instinctivement, formant un cercle autour de lui. Denis était choqué, bouche ouverte, ne comprenant rien. Monsieur Armand fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Étienne continua, les mots sortant pêle-mêle, des décennies de ressentiment se déversant d'un coup. Mon grand-père, Victor Fournier, était directeur général de cette ferme depuis 40 ans. Il a commencé comme aide agricole en 1968. Il a réussi sa vie, avec honnêteté et travail acharné, ou du moins c'est ce qu'il nous racontait. En 2009, lorsque le propriétaire a décidé d'acheter cette moissonneuse-batteuse très chère, mon grand-père a tenté de l'en empêcher. Il a dit que c'était trop d'argent, que c'était inutile, que ça ruinerait la ferme. Il essuya son visage du revers de la main, tachant sa chemise de lin blanc de terre rouge. Ils se sont violemment disputés. Le propriétaire n'a pas écouté. Il a acheté la machine quand même, a embauché l'ingénieur Pierre pour l'installer. Alors, 3 mois plus tard, ils ont fait un audit surprise dans les stocks et ont découvert que mon grand-père détournait des semences certifiées depuis des années, des tonnes de semences. Il les revendait au marché parallèle, empochant la différence. Monsieur Armand écarquilla les yeux, la mémoire lui revenant. « Victor, oui, je me souviens de lui. Ce fut le plus grand scandale que Clermont-Ferrand ait jamais vu. Détournement de 340 000 € sur 10 ans. Il a été arrêté, poursuivi. 6 mois de prison, Étienne confirma. Des larmes coulaient librement maintenant. Il est sorti détruit. Ma grand-mère est morte de honte 1 an après. Mon père n'a jamais surmonté l'humiliation. Il est mort alcoolique à 52 ans. Et moi, il rit amèrement, un son horrible, sans aucune joie. J'ai passé toute ma vie à construire un empire financier juste pour pouvoir revenir ici et tout détruire. Acheter la ferme qui a détruit mon grand-père, démanteler la machine qui a causé notre ruine. Claire s'agenouilla à côté de lui. Sa voix était douce. Et le sabotage? C'était vous. Étienne acquiesça en déglutissant difficilement. Au cours des 5 dernières années, chaque fois qu'un technicien a essayé de réparer la moissonneuse-batteuse, je l'ai saboté. J'ai soudoyé des mécaniciens pour qu'ils changent les mauvaises pièces, pour qu'ils fassent des bricolages qui garantissaient de nouvelles pannes. J'ai répandu des rumeurs sur le marché selon lesquelles la machine était une cause perdue, irréparable. J'ai même acheté des entreprises de maintenance agricole juste pour garantir qu'aucun technicien compétent ne s'approche d'ici. Il regarda Claire avec des yeux rouges. J'ai dépensé près de 360 000 € en 5 ans, juste pour garantir que cette machine meure et que la ferme fasse faillite.
Tout ça pour venger mon grand-père. Le silence était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Denis était pâle, trop choqué pour parler. Le juge Valérie Pécourt ouvrit son carnet de notes, commençant à tout noter. « Mais savez-vous le pire ?» Étienne continua, sa voix de plus en plus basse. « Le pire, c'est qu'au fond, tout au fond, là où l'on ne veut pas regarder, j'ai toujours su que mon grand-père était coupable. J'ai toujours su qu'il était voleur, malhonnête, corrompu. Mais c'était plus facile de blâmer la machine, de blâmer la ferme, de blâmer n'importe quoi, plutôt que d'admettre la vérité. » Il regarda ses propres mains comme s'il ne les reconnaissait pas. « J'ai construit toute une vie sur un mensonge, sur une haine infondée, sur une vengeance contre des victimes innocentes. » C'est alors qu'une voix fragile mais ferme coupe à l'air. « Victor n'a pas été une victime, il a été un criminel. » Tous se tournèrent. Madame Hortense Leroy, 87 ans, veuve du fondateur du domaine de Sainte-Anne-l'Espérance, avançait appuyée sur une canne ornementée de bois noble. Monsieur Armand courut pour la soutenir, mais elle refusa l'aide d'un geste élégant. Elle portait une robe fleurie, simple mais bien repassée, ses cheveux blancs attachés en un chignon impeccable, ses yeux bleus clairs, encore aiguisés par l'intelligence de presque 9 décennies de vie. « Madame Hortense !» Monsieur Armand s'exclama. « Madame ne devriez pas être sortie par cette chaleur. » « Sottise, Armand. Je suis venu parce que j'ai entendu parler du pari et je savais que j'aurais peut-être besoin d'apporter ceci. » Elle leva un dossier en vieux cuir qu'elle portait sous le bras. « Étienne Fournier, j'ai connu votre grand-père. J'ai travaillé à ses côtés pendant 22 ans. Et il n'a pas été renvoyé à cause d'une machine. Il a été renvoyé parce qu'il était malhonnête, voleur et menteur. » Elle ouvrit le dossier de doigts tremblants mais précis, en sortant des documents jaunis par le temps mais parfaitement conservés. Voici les rapports d'audit complets, les preuves photographiques des détournements, les relevés bancaires montrant des dépôts suspects. Et ici, elle tint un papier spécifique avec révérence, la confession signée par Victor lui-même le 15 août 2009. Admettant tout le stratagème, elle marcha jusqu'à Étienne, qui continuait assis sur la terre, et lui tendit les documents. Il les prit de main tremblante, lisant chaque page, chaque ligne, chaque chiffre qui détruisait le récit auquel il avait cru toute sa vie. « Votre grand-père, » Madame Hortense continua, sa voix ferme, malgré son âge avancé, « a volé 340 000 € de semences, certifiées sur 10 ans. Il avait un partenaire dans une entreprise de revente clandestine à Agen. Il partageait le bénéfice moitié-moitié. La moissonneuse-batteuse n'a absolument rien eu à voir avec la découverte du crime. Ce fut un audit de routine que l'assureur a exigé pour renouveler la police. » Elle regarda Étienne avec des yeux qui avaient déjà tant vu dans la vie. « Votre grand-père est mort pauvre parce qu'il a tout dépensé en avocats coûteux essayant d'échapper à la prison. Il est mort amer parce qu'il n'a jamais, pas une seule fois, admis son erreur. Il a toujours blâmé les autres. Le propriétaire de la ferme, l'audit, la justice, même sa propre famille. Il vous a empoisonné de ressentiments, basés sur un mensonge complet. » Étienne était détruit, tenant les documents comme on tient une sentence de mort. « 46 ans, » il murmura. « 46 ans de ma vie construits sur un mensonge. Tout l'argent que j'ai gagné. Toutes les entreprises que j'ai achetées, tout a été motivé par la vengeance contre des victimes innocentes. » Le juge Valérie s'approcha, prenant les documents pour les examiner. Monsieur Étienne Fournier a confessé publiquement des crimes de sabotage, de corruption et de conspiration à la fraude. J'aurais besoin que vous vous présentiez à mon cabinet demain à 9 h pour faire une déposition officielle. Selon l'enquête, vous pourriez répondre pénalement. Mais Claire, à la surprise de tous, s'agenouilla de nouveau à côté d'Étienne. « Vous avez une chance de choisir un chemin différent de celui de votre grand-père, » dit-elle doucement, posant sa main sur son épaule. « Il est mort sans jamais admettre ses erreurs, empoisonné par son propre orgueil.
Vous pouvez apprendre de cela. Vous pouvez faire les choses différemment. » Étienne la regarda. Ce bout de femme qui, en 6 heures, avait fait tomber des décennies de mensonges et de haine. Comment réparer ce que j'ai fait? En commençant par admettre, Claire répondit, et ensuite en reconstruisant. Vous avez de l'argent, vous avez de l'influence, vous avez du pouvoir. Utilisez-les pour faire le bien au lieu du mal. Denis, qui assistait à tout, encore sous le choc, parla enfin. Étienne, je ne sais même pas quoi dire. J'ai été votre associé pendant 4 ans et je n'ai jamais rien su de tout cela. Parce que je l'ai caché. Étienne admit. Je l'ai caché même à moi-même. 1 an et demi plus tard, mes chers amis, le domaine de Sainte-Anne-l'Espérance était tout autre, complètement autre. Le matin de septembre 2027 se levait frais sur les champs, où la CR 890, restaurée, parcourait lentement une parcelle de démonstration de 15 hectares, récoltant du soja, tandis que 30 étudiants en agronomie observaient chaque mouvement de la géante de 19 tonnes. La machine que tous disaient « morte » opérait maintenant parfaitement, non seulement fonctionnelle, mais transformée en outil éducatif vivant. Claire Dubois. Montaigne, maintenant âgée de 30 ans, marchait dans le nouveau hangar de 800 mètres qui abritait le Centre de préservation de la technologie agricole française. Les murs étaient couverts de panneaux explicatifs, de photographies historiques, de pièces anciennes restaurées, mais la star était toujours la CR 890, qui partageait son temps entre être une pièce de musée et une machine active lors des récoltes de démonstration. Professeur Claire, une étudiante de 22 ans, courut enthousiaste. J'ai réussi à calibrer le système double rotor en suivant les notes de l'ingénieur Pierre. C'est parfait. Claire sourit. Elle avait décidé de ne pas retourner en Australie. Ce qui commença comme une mission de sauvetage s'était transformé en vocation. Ici, elle n'était pas seulement respectée. Elle était une référence nationale en préservation de la technologie agricole. Des universités de toute la France envoyaient des étudiants en stage. Le centre recevait 200 visiteurs par mois. La ferme, avec les dettes soldées par le bénéfice de cette première récolte historique et par celles qui suivirent, prospérait à nouveau. Monsieur Armand, rajeuni à 73 ans, gérait tout avec une énergie renouvelée. Madame Hortense, assise sur la véranda de la maison de maître, recevait des visites quotidiennement pour raconter des histoires du bon vieux temps. Mais la plus grande transformation était ailleurs. Étienne Fournier arriva au centre au volant d'un simple pick-up, loin des ostentatoires Hilux d'antan. Il venait tous les samedis, respectant un accord avec la justice qui avait transformé sa peine en travail communautaire, mais ce n'était pas une obligation, c'était une véritable rédemption. « Bonjour tout le monde !» Il salua les étudiants sans aucune trace de son ancienne arrogance. Étienne enseignait maintenant la gestion rurale aux petits producteurs, partageant les connaissances qu'il avait accumulées en décennies d'affaires. « Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter l'endettement destructeur dans les investissements agricoles. » Pendant la pause, il s'approcha de Claire. « Vous savez, je me réveille encore certaines nuits en pensant à ce que j'ai failli faire. J'ai failli détruire cette ferme à cause d'un mensonge auquel j'ai moi-même choisi de croire. »« Mais vous ne l'avez pas détruite ?» Claire répondit. « Et maintenant, vous contribuez à la construire. » Étienne finançait intégralement le centre, 32 000 € par an pour l'entretien, les bourses d'études, l'acquisition de nouvelles pièces historiques. C'était sa manière de payer sa dette morale. « Mon grand-père m'a appris à haïr », dit-il plus tard à un groupe de jeunes agriculteurs. « J'ai mis 46 ans à apprendre que cela ne fait que détruire. Ne faites pas mon erreur. La haine vous consumera de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste rien. » Denis Lefebvre était également présent. Il était devenu consultant technique bénévole du centre, organisant des séminaires nationaux sur l'ingénierie agricole adaptative. Les cahiers de l'ingénieur Pierre, il les présentait à un public de 150 techniciens lors d'un congrès le mois précédent, représentent un chef-d'œuvre de créativité française.
Il prouve que l'innovation ne vient pas seulement des laboratoires étrangers, mais aussi du terrain, de l'expérience pratique, du savoir transmis entre générations. À la fin de cet après-midi de septembre, avec le soleil descendant orange sur la campagne, Claire monta sur la CRAU 190 pour la dernière démonstration de la journée. Le moteur Cursor rugit puissamment. Les systèmes répondirent parfaitement, et elle conduisit la machine à travers le champ, tandis que les étudiants applaudissaient. Madame Hortense, depuis la véranda, observait tout et murmurait satisfaite. « Pierre, où que tu sois, ta petite fille a fait ta fierté. Elle a prouvé que le vrai savoir ne vieillit pas, ne meurt pas. Il traverse le temps, n'attendant que les bonnes mains pour s'éveiller. » Et cette moissonneuse-batteuse, que tous disaient morte, cette machine qui a failli être coupée en morceaux, enseignait maintenant à des centaines de jeunes que le talent, l'étude et la détermination l'emportent sur tous les préjugés, que les plus grandes machines ne sont pas seulement faites d'acier, mais de mémoire, de sagesse et d'amour transmis entre générations.